très longtemps. Je suis pilote d'autogire depuis très très longtemps. Et c'est d'ailleurs à ce titre que je compléterai, ou plutôt, Patrick aura sa partie qui est assez technique, qui vous expliquera du début jusqu'aux années 40. Et moi, je vous expliquerai ce qui s'est passé en France, dans le secteur que je connais, c'est-à-dire le sud-ouest et le sud-est. Le nord, on ne se fréquentait pas beaucoup, mais on le verra par la suite. Eh bien, bienvenue pour cette conférence donc, qui célèbre les 100 ans de l'autogire. On va faire une petite partie historique pour débuter. Et dans la partie historique, on va rappeler que bon, l'autogire 100 ans, donc ça nous remonte à 1923, mais 20 années auparavant, on a le vol des frères Wright, donc en 1903 en Caroline du Nord, qui est le premier vol d'un plus lourd que l'air. 10 années plus tard, en 1913, on a le Deperdusin monocoque, qui est le premier avion à dépasser les 200 km/h. 1913, on est à un an de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, évidemment, est une période qui permet à l'aviation de faire d'énormes progrès, mais c'est une période qui n'a pas encore résolu le problème du vol vertical, puisqu'on avait eu des essais en France, notamment Louis Breguet et Cornu en 1907. On avait eu des essais d'un hélicoptère. Sauf que cet hélicoptère n'était pas du tout un hélicoptère pratique, pour la simple et bonne raison qu'il s'élevait de quelques mètres de haut, et pour les déplacements, c'était très très compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut aller en Espagne, il faut aller notamment en Castille, dans la région de Madrid, pour parler d'un personnage qui s'appelait Juan de la Cierva, qui était né en 1895 à Murcie, qui était issu d'une famille aristocratique. Son père a été plusieurs fois ministre, a été député. Il était aussi patron d'une conserverie. Et ce Juan de la Cierva, très jeune, il dévore tout ce qui est littérature aéronautique sur les débuts de l'aviation. Et il est né, on va dire, dans la bonne période, puisque au début des années 1910, l'aviation qu'on appelle l'aviation pratique, c'est-à-dire une aviation qui permet de voyager, qui permet de s'élever assez haut en toute sécurité, eh ben, cette aviation commence à émerger, commence à apparaître, et puis on a effectivement des records qui se mettent en place. 1909, je vous rappelle, c'est Blériot qui traverse la Manche. 1913, c'est Roland Garros qui traverse la Méditerranée. Et Juan de la Cierva baigne dans cet environnement. Et au départ, lui, son but, c'est de construire un avion. Pour cela, il s'associe avec des amis d'enfance. La machine vole à 80 km/h, ils sont contents. Et puis après, on passe à un deuxième avion qui vole beaucoup moins bien, puisqu'il se casse la figure. Alors, heureusement, le pilote est indemne. Mais Juan de la Cierva va avoir un credo dès le début de sa conception. Il est très, très jeune. C'est quelqu'un aussi qui était un bon élève. Et ce Juan de la Cierva va avoir l'idée de construire une machine fiable, une machine qui va permettre de voler en toute sécurité. C'est pour ça qu'il va concevoir l'autogire. À l'autogire, il a commencé ses travaux, on va dire, à la fin des années 1910. Et en 1920, il commence à concevoir ses premiers autogires, qui ne sont pas des grandes réussites. Pour les concevoir, c'est simple, il utilise un fuselage d'un avion, un avion en général qui est déclassé, donc il va pouvoir utiliser par exemple une cellule d'un Nieuport, une cellule d'un Deperdusin ou d'une cellule d'un avion anglais. Et puis, il va greffer un rotor. Donc, le rotor, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, il n'est pas destiné à faire descendre ou monter la machine, il est plutôt destiné à remplacer une aile. Voilà. Pour avoir des basses vitesses et pour comme ça pouvoir, en cas de panne moteur, pouvoir descendre doucement vers le sol et atterrir en toute sécurité. Et la concrétisation pour Juan de la Cierva intervient donc en janvier 1923. On est à Retafe. Retafe, c'est dans la banlieue de Madrid. Aujourd'hui, il y a une usine Airbus importante. Il y a aussi un superbe musée de l'air, le musée de l'air de la force aérienne espagnole. Et à Retafe, donc en 1923, en janvier 1923, le 9 janvier 1923, on réussit le premier vol d'un autogire avec une machine qui s'appelle donc la Cierva modèle 4. Voilà. Et puis, les inventions de Juan de la Cierva s'améliorent. Juan de la Cierva décide d'apprendre à piloter, puisque c'était un militaire qui avait fait le premier essai du vol donc, en janvier 1923. Et la Cierva donc, améliore ses machines, passe son brevet,
Et un exploit significatif, puisqu'en 1928, il va réussir à rééditer l'exploit de Louis Blériot en traversant la Manche, de Londres jusqu'à Paris, avec un ami journaliste qui s'appelait Henri Boucher. Et à partir de ce moment-là, Juan de la Cierva va décider de développer des brevets, continuer à perfectionner son invention, notamment à travailler sur le rotor, pour pouvoir avoir des machines plus fiables. Il va vendre des licences, il va en vendre aux États-Unis, il va en vendre à la société Pitcairn, par exemple, à la société Kellett. Il va en vendre aussi à des sociétés françaises, à la société Lioré et Olivier, qui est connue pour fabriquer ensuite des avions. Ces machines sont mises au point. Il y a malheureusement quelques accidents qui sont à déplorer. Et puis, le gros essor industriel pour Juan de la Cierva, ça va être de franchir la Manche, d'aller en Angleterre et de créer la Cierva Autogiro Company, donc qui est une société avec des idées espagnoles, mais avec des capitaux anglais. C'est pour ça que beaucoup des premiers autogires vont avoir une cellule d'avion Avro et donc un rotor créé par Juan de la Cierva. Et donc Juan de la Cierva continue aussi à développer ces machines, mais malheureusement, le sort va lui être tragique. C'est quelqu'un qui, finalement, détestait voler en avion parce qu'il préférait vraiment l'autogire. Et en 1936, il prend un DC-2 sur l'aéroport de Londres et la machine, malheureusement, s'écrase. Il n'y a aucun survivant. Alors, il faut dire que Juan de la Cierva a une carrière relativement courte. Né en 1895, mort en 1936, 41 ans, c'est très très jeune. Et c'est vraiment un coup du sort, puisque en voulant développer une machine très sûre, mais en prenant un avion qu'il avait été obligé de prendre pour des déplacements qui étaient notamment liés à la guerre civile d'Espagne qui allait commencer, eh bien, Juan de la Cierva, pour tout vous dire, il récoltait des fonds pour les franquistes. Juan de la Cierva donc voit sa carrière se terminer. Alors cela dit, la société Cierva au Royaume-Uni poursuit ses travaux. Et puis, elle poursuit ses travaux. Elle se tourne très très vite vers l'hélicoptère. Et après la Deuxième Guerre mondiale, la Cierva va essayer de produire différents hélicoptères, va aussi produire des autogires, notamment un monstre absolu qui s'appelait le Fairey-Rotodyne, qui était une énorme machine très très bruyante qui était destinée à transporter des passagers entre des aéroports. Et puis également, ce qui met un coup fatal aux autogires. Alors donc, ils sont utilisés pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'armée française en commande pour faire de l'observation. Les Anglais en utilisent pour essayer de faire de la police du ciel, pour essayer de faire de la calibration radar. Aux États-Unis, on utilise également, alors pour faire de la publicité, pour que les journalistes puissent se déplacer plus rapidement sur leur lieu de reportage. Il y en a Harold Pitcairn qui essayait de faire de l'autogire une sorte de voiture, même une voiture populaire, sauf qu'il y a la crise de 29 qui a éclaté et la société Pitcairn est contrainte de fermer ses portes. Voilà. Et avec la Seconde Guerre mondiale qui arrive, et puis avec surtout des travaux menés aux États-Unis, notamment par Igor Sikorsky, ou en Allemagne aussi par le professeur Fock de la firme Pogwolf, eh bien, l'autogire va peu à peu disparaître au bénéfice de l'hélicoptère, mais il est très très important de rappeler que les travaux que Juan de la Cierva a fait pour mettre au point le rotor de son hélicoptère vont énormément servir de son autogire, vont énormément servir pour la mise au point de l'hélicoptère. Et puis, les autogires aussi, pour l'anecdote, pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne a conçu une machine qui s'appelait Bergeronnette, Barchelster en allemand. Et cette machine, elle était tractée, elle n'avait pas de moteur, elle était tractée par un sous-marin, donc elle était destinée aux sous-marins, aux U-boats allemands, à faire de l'observation. Mais c'est une machine qui a été finalement assez peu construite et qui a eu une utilisation très très marginale. Et si on fait un bilan de l'utilisation de l'autogire pendant la Deuxième Guerre mondiale, il faut se tourner du côté du Japon, avec la firme Kayaba, qui s'est inspiré de modèles américains de la société Kellett. Et les Japonais ont embarqué sur des bateaux, des autogires, pour faire de la lutte anti-sous-marine, de la lutte anti-navire. Et ces machines, elles ont servi jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'apparition aussi donc des machines Sikorsky qui commencent à rentrer en service dans l'armée des États-Unis.
et puis surtout l'apparition du fameux Bell modèle 47, qui vraiment va être le grand hélicoptère populaire qui apparaît juste après la Deuxième Guerre mondiale. L'autogire va connaître une petite éclipse, va ensuite réapparaître aux États-Unis avec un immigré russe qui s'appelait Igor Benson, qui va vouloir relancer des petites machines toutes simples. Et là, je vais céder la parole à mon ami Alain, qui va raconter le développement de ces machines, l'apparition de ces machines, et puis surtout leur arrivée en France. Alors, vous m'excuserez de rester assis, parce que moi, je n'ai pas une mémoire aussi fidèle que celle de Patrick. Mais par contre, vu mon grand âge, je suis arrivé au début. Et c'est là que ça devient intéressant, enfin, tout au moins pour nous. L'autogire en France, Patrick vous disait que Igor Benson, Igor Benson, oui, a sorti l'autogire en 1955. Mais lui, il est arrivé en France dans les années 65-70. Et encore, c'était des plans, et des plans vraiment succincts. Vous verrez comment ça s'est développé. Donc ces plans très succincts, quelques-uns les avaient à droite, à gauche, mais rien de concret. Jusque dans les années 70, on peut dire qu'en France, il n'y avait rien qui tenait la route. Il y avait en Italie un certain Victor Mani, qui est sur le Vittorio Mani, qui est arrivé sur la plateforme. Il a 86 ans, il voulait venir, il est là. Et donc lui avait déjà une petite avance, petite. Hein. Et en 73, il y a un gars en France, à Toulouse, un certain Xavier Averso, qui a dit, si on veut faire quelque chose sur l'autogire, il faut une piste. Commencez par ça. Si on n'a pas ça, on ne peut pas voler. Donc, la construction, je vous dis, c'était sur plan très succinct, c'était le Benson, le B8. Il a commencé par faire une piste. Il a monté un hangar sur cette piste et miracle, ça a été tout de suite accueilli non pas que par les Français, mais par toute la communauté européenne. C'était les Italiens, les Belges, les Suisses, les Allemands. 2 ans après sa création, on mettait sur la plateforme une vingtaine, une trentaine de machines. Je ne vous dis pas le type de machine. C'était des machines extrêmement simples, le Benson de base, c'est-à-dire 3 tubes, un moteur Volkswagen, parce qu'on n'avait pas autre chose à l'époque. On piquait les moteurs sur les voitures. Le Xavier Averso en question est allé dans une casse, a récupéré une Volkswagen, a démonté le moteur et a ramené la carcasse parce qu'elle l'a encombré. Mais on en était là. Les rotors. Alors, les rotors, c'était des rotors en bois. Chacun faisait son rotor. Les rotors faisaient entre 6 mètres et 6 mètres 50, grand maximum. À l'intérieur de ce rotor, il y avait une âme métallique pour pouvoir les rigidifier. Et pour cette âme métallique, elle commençait à 5 cm de large, 4 mm d'épaisseur. Elle faisait 3 mètres. Mais au bout des 3 mètres, elle terminait à 2 cm et demi. Comment on faisait pour couper sur toute cette longueur? Il n'y avait pas de disqueuse à l'époque, à la scie à métaux. Alors, je ne vous dis pas le temps qu'il fallait pour construire un rotor. Et chacun faisait le sien dans son coin. Ensuite, j'aurais dû amener la photo. Quand votre appareil marchait à peu près bien, il fallait lancer le rotor. Comment on faisait pour lancer le rotor? Eh bien, on mettait un pied sur le siège, un pied sur le manche pour le tenir poussé vers l'avant, une main, on cramponnait les mains, et avec l'autre, on lançait le rotor. Évidemment, tout ça se faisait moteur tournant. Au niveau de la sécurité, je ne vous dis pas. Quand c'était lancé en gros une 52 de tours, on descendait à toute vitesse, on gardait le manche coincé vers l'avant pour que le rotor garde des tours, on s'attachait et on commençait à rouler, en espérant que dans la longueur, on puisse décoller. S'il n'y avait pas de vent, on faisait 2-3 allers-retours.
Donc c'était vraiment très folklorique. Et de la vie même de Xavier Averson, il a fallu attendre les années 85 pour voir les choses évoluer, je veux dire. On a vu quelques machines qui étaient un petit peu différentes, mais vraiment de base. C'est surtout l'avènement des moteurs Rotax, le fameux 503, qui a sauvé la communauté. Là, évidemment, on a vu l'explosion des 503. Les machines ont bien évolué. Et ce fameux Xavier Averson, qui aurait dû être là, dont on verra des petites bribes cet après-midi sur les vidéos, a eu la bonne idée de fabriquer, non, de prendre le biplace qui servait au tracté et de lui mettre le moteur d'un petit copain qui ne volait pas, un 503, et le rotor de l'autre. Ils ont assemblé tout le total, et en fin de semaine, miracle, ça volait. Enfin, un 503, hein. La machine était très lourde, mais ça volait. Et ça a été une révolution, parce que ça a été le premier autogire biplace en France, côte à côte, qui a permis à tous les gens du club. Au début, ils étaient une dizaine à galérer. Après, je vous dis pas. Quelques années après, on a mis jusqu'à 60, 65, voire 75 machines de construction amateur sur le terrain. Mais au début, ils étaient une dizaine, une vingtaine, et tous ces gens ont volé sur ce que l'on appelait l'ERSAT. Parce que c'est un montage de... Mais ça volait. Xavier Averson n'a pas pris de risque. Au bout d'un an, il a dit, moi, j'arrête avec celui-là, et il a fabriqué un biplace côte à côte, beaucoup plus léger, avec un moteur Rotax. C'était pas le 190, mais c'était l'équivalent, qui était beaucoup plus puissant. Et avec cette autogire, la France entière a commencé à débarquer pour faire de l'école. Parce que c'était bien de construire son autogire. Mais vous allez voir après la réglementation, c'était quand même quelque chose d'assez particulier. Et donc, pendant ce temps-là, il y avait Mani, toujours lui. Déjà en 1976, il a créé sa société, et sa société, il a eu des rotors composites, alors que nous, on est encore au rotor bois, et un certain André Hydrac a fabriqué des rotors métalliques, garnis de mousse. Là aussi, lui a donné un coup d'accélérateur au mouvement, parce qu'on est passé d'un rotor bois difficile à construire à un rotor métallique qu'on n'avait qu'à commander. Hein, les premières commandes commençaient à arriver. Et ensuite, on est arrivé au rotor plastique. Alors là, évidemment, il y a une société qui est venue sur le terrain du Bois de la Pierre, puisque le terrain, enfin, le fameux terrain qui a eu une renommée internationale très rapidement, c'est le Bois de la Pierre à côté de Toulouse. Il y a une société qui travaillait pour l'aérospatiale ou pour Airbus, je ne sais plus, qui s'appelait la Sopimep. Et la Sopimep, elle a dit à Xavier Averson, nous, on a la matière grise, vous avez la technique. Si on s'associe, on peut faire quelque chose. On a eu de très bons rotors. Très bons. La Sopimep a fermé ses portes pour, enfin, le marché ne marchait plus pour eux. Et donc, ils ont fermé les portes. Mais Xavier Averson a continué à construire des rotors en composite. Et après, il est passé à ce que beaucoup ont fait, passer au rotor au mètre. C'est-à-dire en aluminium, celui que vous connaissez à peu près tous, qui est monté sur énormément de machines, sauf le Mani. Mani est resté fidèle au composite. Et le composite, pour info, je l'ai essayé moi-même en soufflerie. Le décrochage de la pale en alu est la même que celle d'un avion, aux environs de 17 degrés, il n'y a aucun problème. Par contre, le décrochage de la pale Mani, il arrive en haut et il dit, Mani, qu'est-ce que je fais? Il est là, il hésite, et puis il finit par y aller. Et donc, c'est une importance au niveau de l'atterrissage qui est extraordinaire. Et donc, je vous disais que tout ceci, c'était dans les années 85-90. Ça a été assez long. Hein. Et par contre, je ne connais pas ce qui se passait dans le nord. Je ne vous parle que ce qui se passait dans le sud-ouest et dans le sud-est. Et donc, Mani, toujours lui,
n'est pas resté inactif. Entre 1996 et 2000, il nous a sorti des machines, le M13, le M14, le M15, le M18 et surtout le M16. Et le M16, il est toujours d'actualité, il est toujours fabriqué avec différents moteurs, surtout le 1914. Et ce M16, il l'a amené aux États-Unis sur différentes manifestations et il a quand même raflé 4 trophées. Pardon. Donc, vous voyez, il avait quand même une sacrée avance sur nous. Et dans les années 2000, là est arrivée la réglementation. Et je vais vous en parler un petit peu de la réglementation. C'est un morceau de choix. Donc, la réglementation, en 98, on a commencé à voir le contour de ce que serait la licence et le brevet autogire. Et en 2000, en juillet 2000, le décret a été signé comme quoi les autogires étaient intégrés dans les classe 4. Et 90, non, le décret a été signé en juillet 2000. Ah oui, l'intégration, c'est 98. Hein. Le décret, c'est 2000. Donc, par contre, il y a une chose que je vais vous dire, c'est la réglementation. Là, ça a été assez compliqué. Dans l'ancienne réglementation, vous deviez avoir construit votre autogire pour avoir le droit de voler avec. Il n'y avait pas d'école. L'école est arrivée en 88. Donc, les gens qui construisaient, ils allaient venir à leurs risques et périls. Pour pouvoir voler, il fallait, alors là, je vais un peu aller de la doc, un laissez-passer spécial. Un laissez-passer spécial, exceptionnel. Ce laissez-passer exceptionnel, vous nous demandiez à la DGAC. Vous fournissiez un dossier succinct qui, là, vous décrivez comment vous l'avez fait et que c'était vous qui l'aviez fait, pas un autre. D'accord? Au vu de ce dossier, par retour du courrier, la DGAC vous envoyait un document qui vous donnait l'immatriculation en Fox W, donc c'était pas le J actuel, et une validité qui pouvait aller de quelques mois à 2 ans si nous avons les dispositions du moment. C'était très aléatoire tout ça. Donc, ce premier laissez-passer était accompagné d'une autorisation spéciale de pilote d'autogire. Comment obtenait-on cette autorisation spéciale de pilote d'autogire? Eh bien, en allant voir un testeur agréé par l'USFAT. Il y en avait 2 ou 3 à l'époque. Xavier Alonso et Eric Changer n'ont été testeurs qu'en 1973. Donc, tout ce qui est en 1993, pardon. Donc, vous voyez, on n'était pas loin de la limite là-haut. Mais il y avait beaucoup d'autogires qui venaient. Et comment ils venaient? Enfin, dans quelles circonstances ils venaient? Si vous ne dépassiez pas un rayon de 20 km autour du terrain, vous pouviez voler sans aucun papier. Si vous vouliez dépasser cette limite, il vous fallait un théorique avion, un théorique panneau ou un théorique hélicoptère. Le théorique lui-même n'était pas accepté. Vous dépassiez les limites de votre terrain, vous allez vous poser où? Sur un terrain ouvert à la CAP, à la circulation aérienne publique, entre Lyon et l'aérodrome, ou sur une piste privée. Les pistes violentes étaient interdites aux autogires. Donc il a fallu attendre 1998 pour qu'on ait fait le tour de la question et que la réglementation soit vraiment en place pour avoir, comme je vous l'ai dit, un décret signé en juillet 2000. Voilà pour ce que était le début de l'autogire dans la région que j'ai connue, c'est-à-dire le sud-ouest et le sud-est. Alors, les autogires aujourd'hui, on n'a pas tout à fait terminé. Bon. Ouais, Donc, les autogires aujourd'hui, c'est à peu près 900 machines.
C'est une catégorie de la classe 4 qui a, donc la classe 4 ULM, donc elle a vraiment tendance à se développer de plus en plus parce que ce sont des machines qui, auparavant, comme Alain l'a laissé entendre, souffraient malheureusement d'une réputation assez sulfureuse. Il faut dire qu'il y avait personne, effectivement, pour s'initier au pilotage de l'autogire, pour donner vraiment des consignes intéressantes. Il y a eu beaucoup d'accidents, beaucoup de gens qui ont été très très imprudents. Et encore aujourd'hui, vous allez trouver des pilotes sur des terrains d'aviation qui vont dire non, non, moi, dans ce genre de choses, je monte absolument pas dans ce genre de machine, c'est trop dangereux. C'est tout le contraire. Parce qu'on a parlé du Mani M16 justement, bah, c'est la machine qui a fixé les canons de la sécurité actuelle des autogires. C'est une machine qui est extrêmement intéressante, extrêmement importante, pour la simple et bonne raison aussi qu'elle a été, on va dire, copiée à l'étranger. Une firme espagnole qui s'appelle ELA, elle s'est largement inspirée du M16 pour construire le LA07. Une firme allemande qui s'appelle Autogiro, qui voulait qui voulait passer sous la législation allemande les machines ELA, qui n'y arrivait pas, à développer sa propre machine, le MTO Sport après, et en s'inspirant évidemment du LA07 qui s'inspirait du M16. Et les autogires aujourd'hui sont des machines, à condition qu'on respecte bien évidemment les paramètres de pilotage, mais c'est le cas de toutes les machines volantes. Ce sont des machines qui sont d'une grande sécurité. Qui sont d'une grande sécurité pour la simple et bonne raison aussi que quand on fait des tours de piste, quand on vole autour d'un aérodrome, on a des vitesses qui sont assez basses, qui permettent de bien anticiper les mouvements que l'on a à faire. Est-ce que vous avez des questions à nous poser? Alors, juste avant les questions, je vous avais promis quelque chose. J'en avais entendu parler. C'était un petit peu, je sais pas, l'Arlésienne. On en entend parler, mais on ne le voit pas. Eh bien, je crois que ça ne va pas faire plaisir à toutes les sociétés qui construisent des autogires, parce qu'ils viennent de prendre une sacrée longueur d'avance. C'est la fameuse société UNA. J'ai vu sur bref, sur le stand est là. Sur le stand est là, oui. Petite vue, courte vue, quelques images d'un décollage sauté. Alors, ça se faisait avant la guerre, puisque Patrick vous l'a dit un petit peu, de ville à ville, il faisait le courrier, il se posait sur les tours des usines. En Amérique, c'est très. Et donc, ce décollage sauté, on a essayé de le faire en France. Il y a un gars dans le Sud-Est qui avait fait une machine, et puis, pris par le stress du terrain, des gens qui étaient à côté, il a cassé le truc au moment où il décollait. Donc, ça s'est arrêté là. Et là, la société est là, j'ai vu la vidéo, il est opérationnel, et il va sortir en janvier l'année prochaine. Alors, l'année prochaine, je crois qu'on aura du spectacle. Alors, avant l'année prochaine, moi, je peux vous conseiller de passer sur le stand des 100 ans de l'autogire qui est dans la partie sud du salon. Et on vous a parlé d'un certain nombre de machines, on vous a parlé d'un certain nombre de marques, hein, ELA, Mani, Autogiro par exemple. Et bien, vous allez découvrir différents autogires. On vous a parlé aussi des Bensen. Il y a un Bensen effectivement qui est exposé. Alain disait que l'immatriculation de The Bensen, c'était en FW. Vous allez la retrouver, cette vieille immatriculation du Bensen. Alors, il est privé de son rotor malheureusement parce que la machine ne vole plus actuellement. Mais vous allez trouver toute une gamme de machines, hein, du LA10 qui est une machine extrêmement profilée, et avec l'incontournable évidemment Mani M16 et le Mani M24. Donc sur la partie sud du salon. Et voilà pourquoi le FW. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu une très longue gestation de cette réglementation qui a été menée par un certain, toujours le même, Xavier Verso, en collaboration bien sûr avec la fédération. Il n'était pas tout seul, et il y en avait d'autres. Mais il y a eu une longue bagarre. Et donc le FW, ça voulait dire qu'on devait passer dans le CNRA, certificat de navigabilité terrestre aéronautique. Autrement dit, la même réglementation que nous avions. C'est pour ça que ce Xavier Verso et quelques autres se sont bagarrés en disant non, on est une même, on ressemble à un avion, mais on n'est pas un avion. Et donc, c'est pour ça que ça a évolué et qu'on est devenu ULM.
Est-ce que vous avez des questions à nous poser? On a évidemment survolé, c'est le cas de le dire, très très rapidement cette histoire des ULM, cette gestation des ULM, mais évidemment toutes les questions sont les bienvenues. Bah, merci déjà pour votre exposé, c'était super intéressant. Et j'ai appris plein de choses. Moi, je pensais naïvement que les ULM, ça démarre à peu près en 1980, d'une déclinaison de deltaplane qu'on veut motoriser. Enfin, et je découvre qu'en fait, il y avait des machines ultra légères qui étaient les autogyres déjà dans les années 70. Vous avez dit que les premiers arrivés en France, c'était dans les années 70. Alors, quelle était la communauté de ces gens-là entre 1970 et je crois que vous avez dit que 87, on commence à mettre un cadre réglementaire avec pour les autorisations de voler, quoi, et de piloter, mais que déjà dans les années 70, il y avait du monde. Alors, quelle était cette communauté et sous quelle réglementation ils opéraient? Voilà, alors justement, il n'y avait pas de communauté. Et justement, j'ai commencé par Xavier Verso, qui en 1973 a créé une piste. Et cette petite piste est devenue internationale en 2 ans. Un an, 2 ans. Non, il y avait une dizaine de pratiquants dans le secteur de Toulouse. Une dizaine, grand maximum. Au tout début, en 73, on était au tout début. Il y avait Xavier Verso qui volait sur une machine, qui volait à peu près. Ce Xavier Verso était allé faire sa formation à Castres. Enfin, formation, pardon. Il y avait un certain Henri Labois qui volait. Et d'après Xavier Verso, ce sont ses propres termes, il faisait des sauts de plus et des demi-tours de piste. Mais il avait une longueur d'avance. Et Xavier Verso, avec les plans benzène, a modifié un petit peu les plans, s'est fait une machine avec les rotors de l'époque qu'il fabriquait et avec le fameux Volkswagen. Et quand ils ont eu la piste, il a pu voler. Et les copains se sont mis à le copier. Copier avec des petites modifs. Et comme c'était des gens très très actifs, ils ont drôlé au sud-ouest. Pour vous donner une anecdote, à 40 minutes de vol de là, dans l'ouest de Toulouse, il y avait Aubiette. Ils étaient à 40 minutes de vol du Bois de la Pierre de Toulouse. Eh bien, ils ne se connaissaient pas. Ils faisaient exactement les mêmes erreurs. Donc, ça a duré très longtemps. Entre 73 et 80, on a ramé. Et pourtant, on avait l'exemple de Mani, qui nous a mis sur le terrain de magnifiques machines. Malgré ça, on a ramé. C'est la même logique qu'on retrouve dans les débuts de l'aviation. On avait des gens qui travaillaient chacun dans leur coin, dans différents pays d'Europe, qui souvent redécouvraient les mêmes choses à des moments quasiment proches et qui ignoraient un petit peu leurs travaux. Et en même temps, on avait aussi des gens qui communiquaient entre eux et ce sont ces gens-là qui ont permis à l'aviation vraiment de progresser. Oui. Et puis, je fais aussi une petite parenthèse pour rappeler l'ancienneté des ULM. En fait, les ULM, on peut dire d'une certaine façon qu'ils sont nés en France. Avant la Deuxième Guerre mondiale, on avait un constructeur qui s'appelait Henri Minier, qui avait conçu une machine qui s'appelait le Pouls du ciel. Et ça a lancé le mouvement à la fois des constructeurs amateurs et aussi des ULM. On avait des avions très très légers à cette époque qu'on appelait des aviettes. Donc une machine très très légère avec des tout petits moteurs de 25-30 chevaux qui étaient en fait les ancêtres des ULM. Mais la réglementation effectivement ULM s'est mise en place dans les années 80. Pour vous donner aussi une petite anecdote, le Bois de la Pierre, toujours ça a été la Mecque. Et on a toujours reconnu que c'était la Mecque. Et les bonnes années, on a eu jusqu'à 70, jusqu'à 75 machines, et je le répète, de construction amateur. Il n'y avait pas un professionnel. Ils sont arrivés dans les années 2000. Enfin, Mani était un petit peu avant. Et donc là, une fois, on est allé au Bois de la Pierre, comme d'habitude, comme tous les ans. Et là, le fameux Xavier Verso dit, votre tête, vous êtes à combien? Vous êtes à 22 mm? Oui. Eh bien, il faut passer à 18. Et voilà comment ça se faisait. On est rentré. Bon, moi, je ne devrais pas le dire, mais la réglementation faisait qu'on devait avoir construit l'autogire. Moi, je ne l'ai pas construit. Je suis arrivé, j'étais copain avec celui qui avait l'autogire, et j'ai volé. Ça s'est bien passé. Malheureusement, comme disait Patrick, il y en a beaucoup où ça s'est très mal passé. Parce que ce n'est pas un hélicoptère,
ce n'est pas un avion, c'est un autogire. On apprend à le piloter. Ça va très vite. Oui, ça s'apprend. Et donc, quand on est arrivé chez nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a modifié la tête et on est passé de 22 à 18. Et miracle, on a eu un autogire où on ne tirait pas comme un sauvage pour décoller. Il décollait quand il avait sa vitesse. Et toutes les améliorations ont été par petits paliers. Voilà. Jusqu'à, effectivement, les années 2000. Il y a un journaliste aéronautique qui est à la retraite maintenant, c'est Philippe Tisserand. Et je me souviens d'un article qu'il avait fait en 2001 ou en 2002 en disant « La DGAC vous a ouvert les portes, vous êtes ULM, comment ça se fait qu'on ne voit pas plus de biplaces ?» 2 ans après, il ne le disait plus. Hein. Parce que là, les ELA sont arrivés, Autogire est arrivé, Airbet, et puis maintenant, tout ce que vous voyez sur la plateforme. Hein. Bon, mais bon, on n'est pas contre l'évolution, au contraire, on l'accepte, on l'adore. Moi qui connais les débuts, je suis heureux de voir ça. Même si je n'ai pas le sou pour me payer. Mais ça, c'est un autre problème. Ça me concerne. Voilà. S'il y a des questions? Elles sont évidemment les bienvenues, n'hésitez pas. Alors, j'ai pas retenu le nom de Monsieur de Madrid qui a fait les premières créations. Vous avez des images? Des photos? Ah oui, vous n'avez pas. Alors, vous avez des photos, en fait, sur le stand des 100 ans d'autogire de Juan de la Cierva. Voilà, donc il faudra venir nous rendre visite. On vous y accueillera effectivement avec grand plaisir. Mais je peux vous montrer une toute petite photo qui est dans mon livre, puisque je retrace dans ce livre, pour débuter, la biographie de Juan de la Cierva. Alors effectivement, elle est vraiment toute petite. Alors, et on a une intervention de petite fille qui va faire un petit témoignage. Ouais. Et comme vous êtes en train de la reconnaissance, j'ai pris tout depuis X années, j'ai découpé tout ce qui concernait l'autogire et j'ai placardé ça sur le fond de palette en carton, j'ai tout agrafé. Et donc, il y a tout un panneau chez nous, là, à côté de la mougerie, à côté des autogires de la mougerie, il y a tout le fond qui est tapissé d'autogire. Alors là, vous avez de début, de tout à fait début, de Juan de la Cierva, jusqu'à maintenant. Il n'y a pas les autogires américains, hein, parce que ils ont commencé, les petits, même les Américains n'ont pas évolué. D'ailleurs, à l'heure actuelle, ils achètent allemands, ou italiens, pardon. Donc, ils ont assez peu de machines à eux, si je puis dire. Ils en avaient. Mais disons qu'ils ne nous ont pas torpillés. Ils ont suivi l'évolution. Bonjour. Qu'est-ce que vous appelez un décollage sauté? Ah, ça vient d'où? Ah, d'accord. Eh bien, écoutez, vous avez la machine qui est posée, et à un moment donné, vous la voyez partir comme ça. Alors, vous savez pourquoi? Eh bien, le problème des autogires, c'est qu'on a une pale qui va d'un bout à l'autre et qui est pendue dans une chape. Et donc, ça bouge comme ça. Maintenant, pour pouvoir décoller sauter, ça ne marche pas. Parce qu'il faudrait trop de tours et la machine serait instable. Ça peut marcher, mais c'est limite, c'est dangereux. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé le système semi-hélico pour mettre la pale à l'horizontale. Ils lancent à 50 tours, ou peut-être en plus, je ne sais pas. Hein. Et quand ils ont le tour, quand ils ont un maximum de tours, ils passent au calage normal. Là, c'est comme une vis, ça se visse dans l'air. Et comme derrière, il y a de la puissance, parce que maintenant, il y a de la puissance, hein. 914, 915, ça donne. Hein. Là, dès qu'il pousse, comme il a fait un saut et comme il est en l'air, il n'a plus qu'à avancer. Et ça, la vidéo est très belle. Allez voir là, je vous engage à aller les inviter et qu'ils vous fassent voir la vidéo. Ça fait plaisir. On attend ça depuis 1936 quand même. Hein.
Autre petite question? Alors, je dis petite question, mais ça peut être aussi une grande question, évidemment. Petite question, juste savoir pourquoi on a abandonné l'autogire tractif. Ça n'a plus d'intérêt. Ça n'a plus aucun intérêt. Et on s'est dépêché de l'abandonner. Parce que c'était un casse-figure de première, ça aussi. Hein. À Toulouse, on avait 600 mètres de piste. Il tirait avec une glace. Le temps que le moteur prenne ses tours, eh ben, il fallait réduire. Hein. Et le gars, il faisait 50 mètres, il s'est reposé. C'était pas de la formation. Il s'était mis en l'air, mais pas, c'est pas ça. Donc, dès qu'on a pu avoir des places, on a fait de la formation. De la vraie. Et puis, moi, je tiens aussi à dire que l'ADN des premiers autogires, comme je l'ai expliqué, c'est qu'on prenait le fuselage d'un avion, on lui ôtait les ailes et on lui greffait un rotor au-dessus. Et donc, ce qui se présentait, c'était uniquement des moteurs tractifs. C'est pour ça que les premiers autogires, ils ont tous des moteurs tractifs. Voilà. Et après, évidemment, on est passé à des formules nouvelles, notamment avec Bensen, après la Deuxième Guerre mondiale. Et on s'est rendu compte, évidemment, que cette formule était beaucoup plus intéressante pour un autogire. On a essayé de revenir au moteur avant. Ça n'a pas pris. La greffe n'a pas pris. N'a pas prise. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était assez instable. Moi, j'ai un copain qui en a fait un qui était très beau, qui était une réplique du C30 de la Cierva. Il était très beau, d'ailleurs, je l'ai en photo là-bas. Il est aussi dans le livre. Il est dans le livre aussi, mais il était instable. Donc, le gars a préféré arrêter avant qu'il ait un petit problème. Donc voilà à quoi il ressemblait. Mais d'ailleurs, tout le monde a beaucoup copié sur tout le monde. Hein. Le premier, il a fallu le chercher dans le Grand Nord, c'est Tavermaki. Et Pervamaki. je suis toujours en train de le dire à l'envers. Et Vittorio Mani, il a tenté sur ce premier Giro de mettre Vittorio le P à côté. Alors ils sont devenus amis parce que M. Tervamaki, qui était un universitaire finlandais, qui était spécialisé dans les matériaux composites, a beaucoup apporté à la société Mani. Et les deux hommes sont devenus amis, et ils le sont toujours, parce que, fort heureusement, ils sont encore tous les deux toujours en vie. Voilà. Et on aurait dû les copier beaucoup plus tôt. La vie, elle est comme ça. Hein. Alors l'ingénieur finlandais Tervamaki aussi a conçu des avions. Voilà. C'est une sommité dans son pays. Bon, nous, on manque pas mal aussi de monde très très compétent dans le monde de l'aviation dans notre pays. C'est pour ça qu'il n'est pas très très connu en France, Monsieur Tervamaki. Mais vous en parlez à Monsieur Mani tout de suite, vous allez voir des éclairs s'allumer dans ses yeux. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bonjour. Oui, vous avez évoqué donc les Japonais qui s'en servaient donc en fin de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'ils ont poursuivi en fait, ou en Asie, est-ce qu'il y a des constructeurs qui ont poursuivi là-dessus, ou il y a que en Europe où ça s'est développé? Alors le grand marché actuel de l'autogire, de toute façon, ce sont des firmes européennes. Mais bon, après, on a des projets un petit peu partout, si vous voulez. En Asie, pour parler de la Chine, la Chine, par exemple, a racheté la société DTA, qui fabriquait deux très très bons autogires, hein, le Xilix et puis le Giro. Ça débouche pas forcément sur grand-chose actuellement. Hein, l'autogire, c'est vraiment pour l'instant une invention qui est née sur le continent européen, qui est partie se promener un petit peu dans le nouveau monde, et puis qui est revenue sur le vieux continent, et puis qui continue à progresser sur le vieux continent, parce que les constructeurs qui font faire pas mal de progrès à l'autogire sont des constructeurs européens. On a des nouvelles firmes européennes, notamment en Europe de l'Est, qui apparaissent. On a la firme Niki, par exemple, qui est une firme qui est très très ambitieuse, parce qu'ils conçoivent des autogires, et puis ils envisagent aussi de fabriquer des hélicoptères. Mais pour ce qui est des Japonais, il doit sans doute y avoir des constructeurs amateurs au Japon. Mais l'expérimentation de l'autogire au Japon s'est arrêtée effectivement lorsque le Japon a perdu la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est sans doute le pays qui est allé le plus loin dans l'expérimentation, en tout cas utiliser des charges militaires, les monter sur un autogire.
Alors, je dis ça, mais bon, il y a quand même une exception, évidemment, c'est James Bond. L'agent secret 007, dans le film 167, on vit que deux fois, où on a un autogire qui s'appelle Little Nelly, qui est un vrai modèle d'autogire qui était conçu par un Anglais qui s'appelait Wallis, qui est une machine donc qui a été fabriquée en petit nombre, alors qui est greffé évidemment de tous les gadgets que James Bond a sait utiliser, mais bon, si ils étaient greffés sur cette machine ne pourrait jamais voler. De même que dans la fameuse Aston Martin que James Bond utilise, si tous les gadgets étaient montés sur sa voiture, elle ne pourrait jamais rouler non plus. Et voilà. Aux États-Unis, ils l'ont utilisé jusqu'en 42-43, l'autogire, sur des croiseurs ou sur des porte-avions. Il faut voir ce que fait le PLR à l'heure actuelle sur les porte-avions français. Hein. Et puis après, l'hélicoptère est arrivé et il est évident que ça a été. Mais par contre, comme le disait Patrick, au Japon, ils étaient sur les porte-avions jusqu'à la fin de la guerre et ils allaient chasser les sous-marins. Ils leur balançaient des payloads assez lourds d'ailleurs. Hein. Mais pendant toute la guerre. Pour continuer, qui a posé la question pour le Japon, l'Asie? J'ai un document concernant les Chinois, justement. Ils ont à l'heure actuelle une ou deux compagnies d'autogire pour transporter des soldats. En fin de compte, ils transportent un soldat, ils sont deux pilotes, mais il y a une compagnie complète militaire d'autogire. Et c'est quand même assez impressionnant à voir quand ils sont en bout. Alors justement, on va retrouver des machines, j'en profite pour rebondir par rapport à ça, on va retrouver des machines, notamment en Pologne, des machines où on commence à voir arriver des autogires triplaces, donc ils ne peuvent pas rentrer dans la législation ULM, mais on a un genre de machine qu'on va utiliser pour de la surveillance, qu'on va utiliser à des tâches qui vont être beaucoup, beaucoup moins onéreuses à remplir qu'avec un hélicoptère traditionnel. Ouais. Hélicoptère du pauvre, on n'y revient. On y revient, effectivement. Mais en Angleterre, après la guerre, dans les années 60 ou dans ces zones-là, ils ont fabriqué un autogire qui est de 48 places, quelque chose comme ça. Oui. Et il n'y a pas eu de suite. Il était beaucoup moins cher à exploiter que des hélicoptères. Pourquoi il n'a pas eu de suite? Miracle. Moi j'ai la réponse. Hein. C'était une machine qui était extrêmement complexe et qui coûtait quand même très très cher à fabriquer. C'était la firme Ferret qui avait repris les actifs de la compagnie La Cierva. Cette machine s'appelait le Rotterdam. Il n'y avait pas le nom, donc c'était juste pour l'anecdote. Bon, je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse. Vous avez parlé de tracté, vous avez parlé de Manny. Mais je tiens quand même à vous dire que Manny a fait ses premières armes, a appris à voler en autogire, en tracté, à Brienne-le-Château en 1976. Je faisais partie de l'équipe. En 1976. 16. Il a appris en double sur un tracté, comme vous dites, tracté avec une DS. Oui. Mais à Brienne-le-Château, on avait une piste de 3 km. Oui, avec Hubert Ferté. Voilà. Oui. Il est venu, il a fait parce que pourquoi? À Brienne-le-Château, il y avait deux instructeurs, c'était Hubert Ferté et Cusno. C'était les deux seuls, avec un troisième, je ne me rappelle plus de nom, Aberzo, qui était agréé pour délivrer, entre guillemets, le laisser-passer pour son... Il n'était pas agréé, il a été beaucoup plus tard, en 93. Donc c'était Cusno et M. Ferté, Hubert Ferté, tout à fait connu. C'est d'ailleurs lui qui m'a donné l'information. Voilà, c'est lui qui délivrait les entrepreneurs pour vous entraîner seul à bord sur votre machine, voilà. Faite construite par vous, parce que c'était expérimental. Exactement. Et alors, pour avoir cette autorisation délivrée par un examinateur agréé par le SFAT, il fallait donc prendre un contact. Cette personne, il veut regarder voler. Et en fonction de la façon dont vous voyez, là, il vous signe le papier. Hubert Ferté, effectivement, vous parlez de lui, c'est lui qui m'a signé mon papier. Voilà comment ça s'est passé pour la petite histoire. Hubert, oui, bonjour, ça va, oui, ça va, ça y est, je suis lâché. Bon, ça s'est bien passé? Oui. Alors, tu es prudent, tu sais, face au vent, oui, merci bien, mais je t'envoie ton papier. À l'époque, désolé, mais c'était comme ça, hein. Voilà. Oui, il y en a qui l'ont fait. Ce n'est pas vrai. J'ai fait la formation avec Hubert Ferté.
Hein, je me déplaçais de la Moselle tous les week-ends Ouais. et pendant pas mal de week-ends. Ouais. Mais Et ils ne vous faisaient pas le papier comme vous dites. si, maintenant, oui. Ouais. Et j'ai encore le papier. Oui. Alors pour tout dire, Alain était instructeur et Alain avait une bonne expérience déjà de l'autogire. Donc en fait, c'était en toute confiance que Alain a été lâché sur l'autogire. Autrement, il serait pas. Je connais l'hiver. Et puis pour revenir aussi. Ce que vous dites, c'est vrai. Parce que les gens étaient prudents, enfin, certains étaient prudents. J'en ai connu qui n'étaient pas prudents. Et malheureusement, ils ne sont plus là. Parce qu'ils ont voulu, tu vas voir ta bicyclette, je vais la faire voler. Maintenant, ça ne se passait pas comme ça. Il y en a qui passaient à travers, et je reconnais que j'en fais partie, parce qu'on a mis des machines, on roulait comme des sauvages, on tirait, ça ne décollait pas, alors qu'il y avait des tours là-haut. Si ça avait décollé, on aurait fait comme des copains. Oui, ben, donc, vous savez de quoi je parle, hein? Et les gars, et pareil, les gens, ils avaient construit. Oui, il n'y avait pas de communication. Alors, il y en avait certains, il y en a beaucoup d'anciens qui ont dit, j'ai cassé tant de rotors. Et pourquoi? Parce que les gars voulaient, ils essayaient de décoller, mais je vous ai dit tout à l'heure que pour décoller, ça ne marchait pas du premier coup, s'il n'y avait pas trop de vent. Il fallait aller au niveau de la piste, et au niveau de la piste, étouffer le rotor, c'est-à-dire pousser sur le manche pour ne pas garder trop de tours, mais pour ne pas en perdre trop non plus. Et tourner, passer avec le vent en dos. Et dans le virage, boum. Ah ben là, il y en a un paquet qui ont... Donc, c'était compliqué. Et effectivement, le tracté, avec 3 km de piste, c'était faisable. Hein. 600 mètres, c'était plus dur. Hein. On a encore un petit parallèle fait avec les débuts de l'aviation, là, parce qu'en fait, au début de l'aviation, il y avait beaucoup de pilotes qui se cassaient la figure, tout simplement parce qu'ils étaient trop pressés de prendre l'air. Il fallait qu'ils prennent un palier. Et un des premiers à avoir compris ça, c'est Henri Farman en 1907-1908, qui a bien compris que il fallait effectivement avoir suffisamment de vitesse pour voler. Alors, monsieur, vous avez une question. Donc, vous faites partie des pionniers de l'autogire. Pionnier, pardon. Comment voyez-vous, comment imaginez-vous l'avenir de l'autogire dans l'ULM ou hors ULM? Quel est le futur de l'autogire? Bon, moi, je pense que ça va rester, à mon avis, à ce niveau pendant un certain temps. Il y a toujours des paliers. Là, on est monté c'est pas vieux, hein, depuis 2000. 20 ans, pour l'autogire, c'est pas énorme, mais par contre, les projets ont été fulgurants. Parce qu'avant, on remet sérieux. Il y avait des petits monoplaces très beaux. Il y avait des éléments là-bas, des constructions bien réussies, mais c'était du petit. Il a fallu voir les constructeurs qui avaient pignon sur eux pour voir ce que vous voyez là. À mon avis, ça va rester comme ça un petit moment. Mais j'aimerais bien voir l'année prochaine ce fameux là. Ça, par contre, ça va donner un sacré coup de pied dans l'autopinion. Hein. Alors, une chose toute simple aussi pour rappeler les progrès fulgurants de l'autogire, il suffit de regarder les photos. Moi, j'ai des archives de photos de ce salon depuis à peu près 2011, vraiment sérieusement. Archives numériques, évidemment. Il y avait un certain nombre d'autogires, mais pas énormément. Et plus je regarde mes photos, notamment, j'ai eu l'opportunité de faire chaque année des vues aériennes. Et on voit qu'au fur et à mesure, le nombre d'autogires a tendance à sérieusement augmenter sur ces vues aériennes. Voilà. Et donc, on en voit de plus en plus en présence. Et je voudrais, c'est un peu hors cadre, hors sujet, mais il ne viendra pas, je ne sais pas pourquoi, on l'avait invité. J'ai un ami qui a été aussi mon moniteur, qui m'a repris après des années d'arrêt, qui est paraplégique. Ce gars-là, il était très fatigué, il a oublié d'atterrir. Ça s'est mal passé pour lui. Et bien des années plus tard, l'envie de voler l'a repris. Et pour trouver une machine, c'était pas commode. Alors il a voulu faire du pendulaire ce qu'il savait faire. Mais comme il m'a dit, le pendulaire, c'est très bien quand il n'y a pas de vent. Je fais tout. Mais quand il y a du vent, je fais rien. Et un jour, dans les années il a vu un autogire en place
sur le terrain ici, à 11 ans, juste avant le guerre, hein. Et là, il a vu que ce fameux fauteuil était, ce siège de l'autogire était à la hauteur de son fauteuil. C'est ça que j'avais. Il a construit un autogire avec l'aide de quelques amis, enfin, quelques copains, et il a mis 5 moteurs pour en faire un. Il a mis ce qu'on lui a donné qui était foutu, soi-disant, qu'il avait tapé, et bref, il s'est fait un monoplace. Et ce monoplace, on le retrouve sur le cahier de 100 ans de l'autogire. Il a embarqué le fauteuil sur sa machine pour voler. Ça a duré quelque temps. Moi, je l'ai connu dans les années 2000. Et j'ai fait sa connaissance alors qu'il était à Tours. Hein. Et je lui dis, mais je comprends pas. Tu vas pas t'arrêter là? Ah, arrête, ça suffit comme ça. Non, continue. Il y a des gens qui peuvent avoir besoin de ce que tu as fait. Et donc, il a continué. Il a passé le brevet militaire et avec des subventions, et avec de l'argent prêté par les uns et par les autres, il a acheté une machine, le fameux M16, le traîner. Et depuis 2010, il est à Tours, à Saint-Denis, et il est instructeur, et il est paraplégique. Et il est certainement le seul instructeur paraplégique sur autogire au monde. Tout à fait. Il y a un pilote paraplégique, instructeur dans la région parisienne. J'ai appris ça dernièrement. Mais un autogire, parce que je connais, c'est le seul. Il s'est fabriqué le Maloney, et le Maloney, c'est un bijou de technologie alors que c'est très simple. Il est doué, il est extrêmement doué. Et depuis 2010, je l'ai vu. Voilà. Donc, si vous connaissez des gens qui sont paraplégiques, n'hésitez pas à les envoyer à Tours. Et là-bas, j'ai tout ce qu'il faut. Le téléphone et tout. Alors, comme on dit à la télévision, rendre l'antenne, ou comme on disait à la télévision, bah, voilà, parce que tout simplement, bah, il approche 13h et je pense qu'il y a une autre conférence qui doit nous suivre. Nous vous remercions en tout cas pour votre attention.